Posez-vous confortablement, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous pour un voyage dans le temps. Laissez-vous bercer par l'histoire d'une ville qui a changé le destin du savoir humain. Que votre visionnage soit des plus agréables. Imaginez un monde où les connaissances de l'humanité entière se trouvent concentrées en un seul lieu. Un endroit où les plus grands esprits se côtoient, échangent et créent. Un lieu qui, par sa simple existence, a modifié pour toujours notre rapport au savoir. Ce n'est pas une utopie futuriste, mais bien une réalité du passé. Alexandrie et sa légendaire bibliothèque. Que se passerait-il si l'on vous disait que la plus grande collection de savoir de l'Antiquité n'a pas disparu dans un incendie spectaculaire, comme on le croit souvent, mais s'est plutôt éteinte lentement, victime de l'indifférence et de l'oubli. Que les plus grandes découvertes scientifiques de l'époque hellénistique sont nées non pas à Athènes, mais dans cette cité égyptienne fondée par un Macédonien. Comment un seul homme, Alexandre, a-t-il pu, par sa vision, créer un carrefour intellectuel dont l'influence perdure plus de 2 millénaires après sa disparition? Dans les ruelles d'Alexandrie se cachaient des secrets que même Rome, malgré toute sa puissance, n'a jamais réussi à égaler. Des hommes et des femmes y ont découvert les principes de la géométrie que nous enseignons encore aujourd'hui. On calculait la circonférence de la Terre avec une précision stupéfiante. On disséquait le corps humain pour en comprendre les mystères. On cataloguait des centaines de milliers d'œuvres littéraires alors que l'imprimerie n'existait pas encore. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un bâtiment rempli de papyrus. C'est le récit d'une révolution intellectuelle qui a façonné notre compréhension du monde, de l'univers et de nous-mêmes. Une révolution dont les échos résonnent encore dans chaque livre que nous ouvrons, dans chaque bibliothèque que nous visitons et dans chaque recherche que nous effectuons sur Internet. Avant qu'Alexandrie ne devienne le phare intellectuel du monde méditerranéen, le savoir était déjà présent, mais dispersé, fragmenté entre différentes cultures, différentes écoles de pensée. Athènes avait certes brillé sous Périclès et connu son âge d'or avec Platon et Aristote, mais son influence demeurait circonscrite. En Égypte, le savoir était jalousement gardé par les prêtres, inscrit en hiéroglyphes sur les murs des temples. En Mésopotamie, les tablettes d'argile compilaient des observations astronomiques millénaires. En Phénicie, les marchands avaient développé un alphabet pratique qui révolutionnait l'écriture. Ce monde d'avant Alexandrie était celui des savoirs isolés, des bibliothèques privées, des écoles philosophiques fermées. Le savoir n'était pas encore considéré comme un patrimoine universel, mais comme la propriété d'une élite, d'un peuple, d'une caste. Les œuvres d'Homère circulaient en Grèce, mais combien de Grecs connaissaient les textes sacrés de l'Égypte ou de Babylone? Les mathématiques progressaient en Mésopotamie, mais qui en Grèce en avait connaissance? Dans ce monde fragmenté, sur les rives de la Méditerranée, s'élevait déjà l'antique civilisation égyptienne. Le Nil, fleuve nourricier, apportait chaque année sa crue bienfaisante, fertilisant les terres, rythmant la vie d'une des plus anciennes cultures du monde. Sur la côte, à l'ouest du delta, se trouvait un modeste village de pêcheurs nommé Rhakotis. Rien ne prédestinait ce lieu à devenir le centre intellectuel du monde antique. Rien, si ce n'est sa position stratégique, au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, et le destin exceptionnel d'un conquérant visionnaire. À plus de 800 km de là, dans la cité macédonienne de Pella, grandissait celui qui allait changer la face du monde antique, Alexandre. Fils de Philippe, de Macédoine et d'Olympias, éduqué par nul autre qu'Aristote lui-même, Alexandre était habité par une ambition démesurée et une soif de connaissance insatiable. Il portait avec lui, dans toutes ses campagnes, un exemplaire de l'Iliade annoté par Aristote. Ce détail n'est pas anodin. Il révèle un conquérant qui, au milieu des batailles, gardait un lien profond avec la culture et le savoir. En l'an 332 avant notre ère, après avoir conquis l'Égypte et s'être fait proclamer pharaon,
Alexandre prit une décision qui allait transformer l'histoire intellectuelle de l'humanité. Sur cette côte méditerranéenne, où se trouvait le petit village de Rakotis, il ordonna la fondation d'une nouvelle cité qui porterait son nom, Alexandrie. La légende raconte qu'Alexandre lui-même traça les plans de la ville, utilisant de la farine pour marquer l'emplacement des rues et des bâtiments futurs. Les oiseaux vinrent picorer cette farine, ce que les devins interprétèrent comme un signe. La cité attirerait des gens de tous horizons et diffuserait sa richesse dans le monde entier. Prophétie qui allait se réaliser bien au-delà des attentes. Alexandre ne vit jamais sa ville achevée. Poursuivant sa conquête vers l'Est, il mourut à Babylone en l'an 323 avant notre ère, à l'âge de 32 ans seulement. Son empire fut divisé entre ses généraux, et l'Égypte échut à Ptolémée, l'un de ses plus fidèles compagnons. Ce dernier, prenant le titre de Ptolémée Ier Sotet, le Sauveur, fonda la dynastie des Lagides, qui allait régner sur l'Égypte pendant près de 3 siècles, jusqu'à Cléopâtre VII. C'est sous le règne de Ptolémée Ier que l'idée d'une grande bibliothèque commença à prendre forme. Influencé par Démétrios de Phalère, un philosophe athénien formé au lycée d'Aristote, Ptolémée conçut l'ambition de rassembler en un seul lieu tous les savoirs du monde connu. Une ambition sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les motivations de Ptolémée étaient multiples. Il y avait bien sûr le prestige, faire d'Alexandrie une capitale culturelle qui éclipserait Athènes elle-même. Il y avait aussi une dimension politique, montrer que la dynastie macédonienne des Ptolémées, étrangère à l'Égypte, était dépositaire d'une culture supérieure et méritait de régner. Et il y avait peut-être, chez ce général devenu roi, un sincère amour du savoir hérité de son contact avec Alexandre, et, à travers lui, avec l'enseignement d'Aristote. Quelles qu'étaient ses motivations, Ptolémée Ier jeta les bases de ce qui allait devenir la plus grande institution culturelle et scientifique de l'Antiquité. La bibliothèque d'Alexandrie, associée au Mousion, ce temple des Muses qui était à la fois un centre de recherche, un lieu d'enseignement et une communauté de savants. La construction de ce complexe intellectuel sans précédent commença dans le quartier royal d'Alexandrie, le Bruchéion. Le Mousséion fut érigé en premier, probablement sous Ptolémée Ier, tandis que la bibliothèque, qui en était une extension, prit forme sous le règne de son fils, Ptolémée de Philadelphe. Le site choisi n'était pas anodin. Situé près du palais royal, il témoignait de l'importance accordée au savoir par la dynastie ptolémaïque. Cette proximité avait aussi une dimension pratique. Elle permettait au roi de surveiller et de patronner directement les activités intellectuelles. Le savoir et le pouvoir se trouvaient ainsi intimement liés, pour le meilleur et pour le pire. L'architecture de la bibliothèque demeure en grande partie un mystère, aucune description précise n'ayant survécu, et les fouilles archéologiques n'ayant pu localiser avec certitude son emplacement exact. On suppose qu'elle comportait une grande salle de lecture, des espaces de stockage pour les rouleaux de papyrus, des salles pour les copistes, et peut-être même des jardins où les savants pouvaient se promener et discuter, à la manière du lycée d'Aristote à Athènes. Le Mousséion, quant à lui, était organisé autour d'un péristyle, une cour entourée de colonnes, avec des salles pour les conférences, les dissections, les expériences gastronomiques et des logements pour les savants qui y résidèrent. S'y trouvait également une salle à manger commune et divers espaces dédiés à l'observation et à l'expérimentation. Mais plus que son architecture, c'est l'organisation intellectuelle de la bibliothèque qui fut révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire, une institution se donnait pour mission de collecter systématiquement tous les écrits du monde connu, tous sans distinction d'origine ou de contenu. Œuvres grecques, bien sûr, mais aussi égyptiennes, babyloniennes, juives, indiennes et même, plus tard, romaines. Cette universalité était sans précédent. Jusqu'alors, les bibliothèques étaient généralement spécialisées, attachées à un temple particulier ou à une école philosophique.
et ne conservait que les textes jugés pertinents pour leur tradition spécifique. La bibliothèque d'Alexandrie, elle, aspirait à l'exhaustivité, une ambition qui reflétait l'esprit cosmopolite de la cité elle-même, carrefour où se croisaient marchands, voyageurs et savants de tout le monde méditerranéen et au-delà. Pour réaliser ce projet titanesque, les Ptolémées mirent en place une politique d'acquisition agressive et innovante. Ptolémée III Évergète, le bienfaiteur, ordonna que tous les navires faisant escale dans le port d'Alexandrie soient fouillés à la recherche de livres. Les originaux étaient confisqués pour être copiés, puis rendus à leurs propriétaires, ou parfois conservés, seule la copie étant rendue. Une loi exigeait également que tout texte entrant en Égypte soit prêté à la bibliothèque pour être recopié. Des émissaires étaient envoyés aux 4 coins du monde connus pour acheter des manuscrits. Des sommes considérables furent dépensées pour acquérir des collections privées. La correspondance officielle des Ptolémées incluait souvent des requêtes adressées à des souverains étrangers pour obtenir des copies d'œuvres rares. L'une des acquisitions les plus célèbres fut celle des œuvres officielles des grands tragiques athéniens. Ptolémée III emprunta à Athènes les manuscrits originaux d'Échille, Sophocle et Euripide, déposant une caution considérable de 15 talents d'argent. Il préféra perdre cette somme et garder les précieux originaux, renvoyant à Athènes des copies luxueuses en guise de compensation. Les Ptolémées finançaient également la traduction de nombreux textes non grecs. L'exemple le plus fameux est la Septante, première traduction en grec de la Bible hébraïque, réalisée à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère pour répondre aux besoins de la communauté juive hellénisée de la ville. Cette traduction majeure, qui tire son nom des 70, ou plutôt 72, traducteurs qui y auraient travaillé, constitue une étape cruciale dans la diffusion des textes bibliques au-delà du monde juif. Cette politique d'acquisition tous azimuts porta ses fruits. Si les chiffres varient selon les sources, on estime généralement que la bibliothèque aurait abrité, à son apogée, entre 400 000 et 700 000 volumes, 100 000 rouleaux de papyrus. Une collection d'une ampleur inouïe à une époque où chaque livre devait être copié à la main et où le papyrus était un matériau coûteux. Il faut d'ailleurs préciser que le décompte en rouleaux peut prêter à confusion pour le lecteur moderne. Un livre, au sens actuel, pouvait occuper plusieurs rouleaux. L'Iliade et l'Odyssée, par exemple, étaient divisées chacune en 24 rouleaux, correspondant aux 24 chants de chaque épopée. Ainsi, les centaines de milliers de rouleaux alexandrins représenteraient peut-être quelques dizaines de milliers de livres, au sens contemporain du terme. Ce qui reste, pour l'époque, une collection d'une richesse extraordinaire. Mais rassembler des textes ne suffit pas à faire une bibliothèque fonctionnelle. Encore faut-il les organiser, les classer, les rendre accessibles. C'est dans ce domaine que les bibliothécaires d'Alexandrie innovèrent de façon décisive, jetant les bases de la bibliothéconomie moderne. Le premier grand bibliothécaire d'Alexandrie fut Zénodote d'Éphèse, nommé par Ptolémée Ier Soter. Son œuvre principale fut l'édition critique des poèmes homériques, mais il contribua aussi à établir un premier système de classement des œuvres. Lui succéda Apollonios de Rhodes, célèbre pour avoir écrit les Argonautiques, épopée relatant le voyage de Jason et des Argonautes à la recherche de la toison d'or. Apollonios continua le travail de son prédécesseur sur l'organisation de la bibliothèque, mais c'est le troisième bibliothécaire qui allait véritablement révolutionner ce domaine. Ératosthène de Cyrène, nommé par Ptolémée 3 vers 245 avant notre ère, était un génie polymathe, à la fois mathématicien, géographe, astronome, historien, poète. Sous sa direction, la bibliothèque adopta un système de classement élaboré. Les rouleaux étaient rangés dans des étagères ou des niches appelées sorois, regroupés par sujet et par auteur. Un catalogue monumental, les pinax, les tableaux, fut élaboré par son successeur Callimaque de Cyrène, répertoriant les auteurs par ordre alphabétique et par genre littéraire. Ce catalogue, qui aurait compté 120 rouleaux,
était bien plus qu'une simple liste. Pour chaque œuvre, il donnait le nom de l'auteur, sa biographie, le titre, le sujet, le nombre de lignes et les premiers mots du texte, l'équivalent antique de nos métadonnées modernes, une innovation qui permettait de naviguer efficacement dans cette immense collection et qui demeure un principe fondamental de l'organisation des bibliothèques. Le travail des bibliothécaires ne s'arrêtait pas là. Ils étaient également chargés de vérifier l'authenticité des textes, de corriger les erreurs de copie, d'établir des éditions critiques faisant autorité. Dans un monde sans imprimerie, où chaque copie manuelle introduisait potentiellement des variations, ce travail philologique était essentiel pour préserver l'intégrité des œuvres. Ainsi, sous Aristarque de Samothrace, 6e bibliothécaire d'Alexandrie, fut établie l'édition canonique des œuvres d'Homère, avec un système élaboré de signes critiques indiquant les vers authentiques, suspects ou interpolés. Ce travail d'Aristarque demeure le fondement des éditions homériques modernes. Les rouleaux eux-mêmes faisaient l'objet de soins minutieux. Le papyrus, fabriqué à partir de la moelle de la plante du même nom qui poussait en abondance dans le delta du Nil, était un matériau fragile, sensible à l'humidité et aux insectes. Les rouleaux étaient traités avec de l'huile de cèdre pour les préserver et rangés dans des coffres de bois précieux. Une étiquette, le syllibos, pendait de chaque rouleau, indiquant son contenu et facilitant la recherche. Le fonctionnement quotidien de la bibliothèque impliquait une armée de copistes, de correcteurs, d'assistants. Des artisans spécialisés préparaient le papyrus, d'autres fabriquaient l'encre. Des esclaves lettrés, souvent originaires de Grèce ou d'Asie mineure, étaient formés à l'art délicat de la calligraphie. Des correcteurs vérifiaient chaque copie, ligne par ligne, mot par mot. Cette infrastructure humaine et matérielle considérable était entièrement financée par le trésor royal. Les Ptolémées n'hésitaient pas à investir des sommes énormes dans cette entreprise intellectuelle, comprenant qu'elle contribuait au prestige de leur dynastie et à l'attractivité d'Alexandrie comme centre culturel. Mais la bibliothèque n'était qu'une composante, certes la plus célèbre, d'une institution plus vaste, le Musion. Le terme qui a donné notre mot « musée » désignait littéralement un temple dédié aux muses, ces 9 déesses qui, dans la mythologie grecque, inspiraient la création artistique et intellectuelle. Mais le Musion d'Alexandrie était bien plus qu'un lieu de culte. C'était une véritable institution de recherche et d'enseignement, un ancêtre de nos universités modernes. Organisé comme une communauté semi-religieuse, le Mousséion était dirigé par un prêtre nommé par le roi. Les savants qui y étaient admis, on parlait de ceux qui sont nourris au Moussion, bénéficiaient de conditions exceptionnelles. Logement, nourriture, exemption d'impôts et surtout, liberté de poursuivre leurs recherches sans contrainte. Matériel. En échange, ils devaient participer à la vie intellectuelle du lieu et souvent assurer l'éducation des princes et princesses de la famille royale. Cette organisation rappelait celle des écoles philosophiques athéniennes, notamment le lycée d'Aristote, mais à une échelle bien plus grande et avec des moyens considérablement plus importants. Là où l'académie de Platon ou le lycée d'Aristote comptaient quelques dizaines de membres, le Mousséion accueillait, selon certaines estimations, jusqu'à une centaine de savants résidents. La vie quotidienne au Mousion était rythmée par les repas pris en commun, les discussions, les conférences publiques. Strabon, qui visita Alexandrie au 1er siècle avant notre ère, décrit une grande salle à manger où les savants prenaient leurs repas ensemble, occasion de débats animés et d'échanges intellectuels. Ces banquets savants, dont Athénée de Naucratis nous a laissé une évocation dans ses Dipnosophistes, les sophistes au banquet, mêlaient discussions sérieuses et moments de détente dans la tradition du symposion grec. Les domaines d'études couverts par le Mousion étaient extraordinairement variés. Littérature, histoire, mathématiques, astronomie, géographie, mécanique, médecine, zoologie, botanique. Cette diversité reflétait l'idéal encyclopédique hérité d'Aristote. La conviction que tous les domaines du savoir
sont interconnectés et méritent d'être explorés avec la même rigueur. Contrairement aux écoles philosophiques athéniennes, chacune attachée à une doctrine particulière, platonicienne, aristotélicienne, stoïcienne, épicurienne, le Mousseillon n'imposait pas de dogme officiel. Cette liberté intellectuelle relative car les Ptolémées exerçaient tout de même un contrôle sur l'institution, permit la coexistence de différentes approches et favorisa l'innovation. Au-delà de sa fonction de recherche, le Mouseion était aussi un lieu d'enseignement. Des cours y étaient dispensés, attirant des étudiants de tout le monde méditerranéen. On y enseignait la grammaire, la rhétorique, la poésie, la philosophie, mais aussi des disciplines plus techniques comme la médecine ou les mathématiques. Les méthodes pédagogiques combinaient cours magistraux, lectures commentées, discussions et exercices pratiques. Le Mousseillon disposait d'équipements spécialisés pour l'observation et l'expérimentation. Un observatoire astronomique, un jardin botanique et zoologique, des salles pour la dissection anatomique. Cette dimension expérimentale, moins présente dans les écoles philosophiques athéniennes, contribua aux avancées scientifiques majeures réalisées à Alexandrie. L'observatoire permettait de suivre le mouvement des astres avec précision. Des instruments comme l'armillaire, sphère représentant les cercles célestes, ou le gnomon, simple bâton vertical dont l'ombre indique la position du soleil, y étaient utilisés pour des mesures astronomiques. Ces observations systématiques, consignées sur des décennies, fournissaient une base empirique solide aux théories cosmologiques. Le jardin botanique et zoologique rassemblait des espèces végétales et animales de tout le bassin méditerranéen et au-delà. Les expéditions financées par les Ptolémées rapportaient des spécimens exotiques d'Afrique, d'Asie et même d'Inde. Ces collections vivantes permettaient aux savants d'étudier directement la diversité du vivant, complétant les descriptions théoriques par l'observation directe. Quant à la pratique de la dissection, elle constitue l'une des avancées les plus remarquables de la médecine alexandrine. Alors qu'à Athènes, les tabous religieux limitaient l'étude anatomique du corps humain, les Ptolémées autorisèrent, et même encouragèrent, la dissection de cadavres humains à des fins scientifiques. Cette permission exceptionnelle permit aux médecins Hérophile de Chalcédoine et Érasistrate de Céos de réaliser des découvertes anatomiques et physiologiques majeures. Certaines sources, notamment Celse au 1er siècle, vont jusqu'à affirmer que des dissections furent pratiquées sur des criminels vivants, condamnés à mort et fournis par le roi. Cette pratique de vivisection humaine, si elle a réellement existé, constituerait bien sûr une transgression éthique majeure, même selon les critères de l'époque. La véracité de ces allégations reste débattue par les historiens modernes. Ce qui est certain, c'est que la pratique régulière de la dissection de cadavres humains donna à la médecine alexandrine une base empirique sans précédent. L'atmosphère du Moussion favorisait aussi l'émulation et la critique mutuelle. Les savants présentaient régulièrement leurs travaux à leurs pairs, s'exposant à des questions, des objections, des suggestions. Cette dimension collective de la recherche, avec ses débats parfois houleux, constituait un puissant moteur d'innovation intellectuelle. Le Mousseillon accueillait des savants de toutes origines, grecs bien sûr, mais aussi égyptiens, juifs, babyloniens et plus tard romains. Cette diversité culturelle, alliée à la richesse documentaire de la bibliothèque, créait un environnement propice aux rencontres intellectuelles et aux synthèses créatives entre différentes traditions. Parmi les figures emblématiques qui travaillèrent au Mouseion ou furent associées à la bibliothèque, certaines ont laissé une empreinte particulièrement profonde sur l'histoire des sciences et des lettres. Leur contribution, fruit de cet environnement intellectuel exceptionnel, continue d'influencer notre monde moderne. Euclide, actif à Alexandrie sous Ptolémée Ier, début du IIIe siècle avant notre ère, révolutionna les mathématiques avec ses éléments. Cet ouvrage monumental en 13 livres, synthétisant et ordonnant les connaissances mathématiques de son temps, présente la géométrie comme un système déductif rigoureux. Partant d'axiomes simples
pour démontrer des théorèmes de plus en plus complexes, les éléments d'Euclide demeurent l'un des textes scientifiques les plus influents de tous les temps, ayant servi de manuel d'enseignement pendant plus de 2 millénaires. Archimède de Syracuse, bien que n'ayant pas résidé en permanence à Alexandrie, y séjourna pour ses études et maintint des contacts étroits avec les savants du Moussion. Ses travaux en mathématiques, calcul d'air et de volume, approximation de pi. En physique, principe d'Archimède, loi du levier, et en ingénierie, vis d'Archimède, machine de guerre, témoignent de la fertilité intellectuelle de cette période. Sa correspondance avec Ératosthène de Cyrène, alors bibliothécaire, montre l'intensité des échanges scientifiques entre Alexandrie et les autres centres intellectuels du monde hellénistique. Ératosthène lui-même, troisième bibliothécaire d'Alexandrie, illustre parfaitement la figure du savant polymathe alexandrin. Mathématicien, il inventa le crible qui porte son nom pour identifier les nombres premiers. Géographe, il dressa des cartes du monde connues d'une précision remarquable. Mais son exploit le plus célèbre reste sans doute la mesure de la circonférence terrestre. Ayant observé qu'à midi, le jour du solstice d'été, un puits de Sienne, aujourd'hui Assouan, était totalement illuminé par le soleil, tandis qu'à la même date et à la même heure, à Alexandrie, les rayons solaires formaient un angle de 1/50. De cercle avec la verticale, Ératosthène en déduisit que la circonférence de la Terre devait être 50 fois la distance entre Sienne et Alexandrie. Son calcul aboutit à une valeur d'environ 40 000 km, remarquablement proche des 39 753 km mesurés par les moyens modernes. Dans le domaine médical, Hérophile de Chalcédoine et Érasistrate de Céos réalisèrent des avancées majeures grâce à leur pratique systématique de la dissection. Hérophile identifia le cerveau, et non le cœur, comme le pensait Aristote, comme le siège de l'intelligence, distingua les nerfs des tendons et des vaisseaux sanguins, décrivit avec précision les ventricules cérébraux, l'œil, le foie et le système reproducteur. Érasistrate, quant à lui, établit la distinction entre les nerfs sensoriels et moteurs, comprit le rôle des valvules cardiaques et proposa une théorie de la circulation sanguine qui, bien qu'incomplète, préfigurait à certains égards les découvertes de Harvey au XVIIe siècle. En astronomie, Aristarque de Samos, qui travailla à Alexandrie au début du IIIe siècle avant notre ère, proposa un modèle héliocentrique du système solaire, plaçant le Soleil, et non la Terre, au centre. Cette théorie audacieuse, qui anticipait les travaux de Copernic de près de 18 siècles, fut rejetée par la plupart de ses contemporains, mais témoigne de l'esprit novateur qui régnait à Alexandrie. Aristarque calcula également la distance Terre-Lune et le rapport des tailles du Soleil, de la Terre et de la Lune avec une méthodologie rigoureuse, même si ces résultats furent limités par les moyens d'observation de l'époque. Plus tard, au IIe siècle de notre ère, Claude Ptolémée, à ne pas confondre avec les rois Ptolémée, produisit à Alexandrie 2 œuvres monumentales. L'Almageste, qui présentait un modèle géocentrique complexe du cosmos, capable de prédire avec précision le mouvement des astres, et la Géographie, qui compilait toutes les connaissances géographiques de son temps. Ces 2 ouvrages dominèrent leurs domaines respectifs jusqu'à la Renaissance. Dans un tout autre registre, la poésie alexandrine, avec des figures comme Callimaque de Cyrène, Théocrite de Syracuse ou Apollonios de Rhodes, développa une esthétique nouvelle, érudite et raffinée, qui influença profondément la littérature latine. La philologie alexandrine, incarnée par des savants comme Aristarque de Samothrace, établit les bases de la critique textuelle moderne. Les grammairiens alexandrins codifièrent la langue grecque, créèrent un système d'accents pour faciliter la lecture et établirent le canon des auteurs classiques qui a largement déterminé quels textes antiques ont été transmis jusqu'à nous. Une mention spéciale doit être faite d'Hippatie, mathématicienne et philosophe du IVe siècle de notre ère, dernière grande figure intellectuelle d'Alexandrie avant que le déclin de la bibliothèque ne soit consommé.
Fille du mathématicien Théon, elle enseigna la philosophie platonicienne et dirigea une école néoplatonicienne à Alexandrie. Ses commentaires sur Diophante et Apollonius de Perge témoignent de sa maîtrise des mathématiques les plus avancées de son temps. Son assassinat en l'an 415, victime des tensions religieuses qui déchiraient alors la cité, marque symboliquement la fin de l'âge d'or intellectuel alexandrin. Ces quelques exemples, parmi tant d'autres, illustrent l'extraordinaire fécondité intellectuelle d'Alexandrie durant la période hellénistique et au-delà. Ce foisonnement ne s'explique pas seulement par le génie individuel de ses savants, mais bien par l'écosystème intellectuel unique créé par le Mousion et la bibliothèque. Concentration de ressources documentaires sans précédent, moyens matériels considérables, liberté de recherche relative, interaction entre spécialistes de disciplines diverses, confrontation de traditions culturelles différentes. Tout cela était rendu possible par le soutien constant des Ptolémées, qui voyaient dans cette effervescence intellectuelle un élément clé du prestige de leur dynastie. En finançant généreusement la bibliothèque et le Mousion, ils créèrent un modèle qui allait être imité, avec des moyens plus modestes, par d'autres souverains hellénistiques, notamment à Pergame, où les Attalides fondèrent une bibliothèque rivale. Cette rivalité entre Alexandrie et Pergame stimula d'ailleurs une compétition intellectuelle féconde. Selon Pline l'Ancien, c'est la décision de Ptolémée V d'interdire l'exportation de papyrus pour entraver le développement de la bibliothèque de Pergame, qui aurait conduit cette dernière à perfectionner la fabrication du parchemin. La Charta, Pergamena, littéralement papier de Pergame. Ironie de l'histoire. Ce matériau, plus durable que le papyrus, allait jouer un rôle crucial dans la transmission des textes antiques après la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais avant d'aborder cette disparition, arrêtons-nous sur les collections elles-mêmes, sur ce trésor intellectuel sans précédent que renfermaient les murs de la bibliothèque. Que contenaient exactement ces centaines de milliers de rouleaux? Quelle était la nature des textes rassemblés avec tant de soin et de persévérance par les Ptolémées? La poésie occupait une place centrale, conformément à la tradition grecque qui lui accordait un statut privilégié. Les œuvres d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, étaient représentées par de multiples exemplaires, dont certains particulièrement précieux. Hésiode, les poètes lyriques archaïques comme Sappho ou Pindare, les grands tragiques athéniens, Échille, Sophocle, Euripide, et les comiques comme Aristophane étaient également bien représentés. La prose n'était pas en reste. Œuvres historiques d'Hérodote, de Thucydide, de Xénophe, dialogues de Platon, traités d'Aristote et de son école, discours des orateurs attiques comme Démosthène ou Isocrate. La philosophie était représentée dans toute sa diversité. Textes académiques, péripatéticiens, stoïciens, épicuriens, cyniques. Les bibliothécaires s'efforçaient d'acquérir les œuvres de toutes les écoles, sans exclusive doctrinale. Les textes techniques ne sont pas oubliés. Traités de médecine, de mathématiques, d'astronomie, d'agriculture, d'architecture, de tactique militaire. Les récits de voyage et d'exploration, comme le périple du navigateur carthaginois Hanon, qui aurait longé la côte occidentale de l'Afrique jusqu'au golfe de Guinée, ou la description de l'Inde par Mégasthène, ambassadeur de Séleucos Ier, auprès de Chandragupta Maurya, élargissait l'horizon géographique des lecteurs alexandrins. Une attention particulière était portée aux textes égyptiens. Des prêtres comme Manéthon furent chargés de traduire en grec les anciennes chroniques sacrées, pour les rendre accessibles aux savants grécophones. Manéthon composa ainsi, en grec, une histoire de l'Égypte qui divise le passé pharaonique en dynasties, un système que les égyptologues modernes utilisent encore. D'autres textes religieux, médicaux ou astronomiques égyptiens furent également traduits. La littérature babylonienne était également représentée, notamment les observations astronomiques accumulées sur des siècles par les prêtres mésopotamiens. Le prêtre chaldéen Bérose
contemporain de Ptolémée Ier, composa en grec une histoire de Babylone basée sur les archives cunéiformes, ouvrant ainsi au monde hellénistique l'accès à cette riche tradition. Les textes hébraïques occupaient une place importante, Alexandrie abritant une communauté juive nombreuse et influente. La traduction de la Bible hébraïque en grec, la Septante, constitue l'un des projets les plus ambitieux réalisés à la bibliothèque. Selon la tradition rapportée dans la lettre d'Aristée, Ptolémée II aurait demandé à 72 savants juifs, 6 de chaque tribu d'Israël, de traduire indépendamment les uns des autres les textes sacrés. Et leurs traductions se seraient révélées miraculeusement identiques. Au-delà de cette légende qui visait à conférer une autorité divine à la traduction, la Septante représente un travail philologique considérable, qui allait permettre une diffusion sans précédent des textes bibliques dans le monde méditerranéen. Avec le temps, les textes latins firent leur apparition dans les collections, à mesure que Rome s'imposait comme puissance méditerranéenne majeure. Poésie, histoire, droit romain vinrent ainsi enrichir la diversité linguistique de la bibliothèque. La langue dominante restait cependant le grec, ou plus précisément la koiné, cette forme standardisée du grec qui s'était imposée comme lingua franca dans tout le monde hellénistique suite aux conquêtes d'Alexandre. La bibliothèque contribua d'ailleurs à la codification et à la diffusion de cette koiné à travers les travaux grammaticaux et lexicographiques de ses savants. L'organisation des collections reflétait à la fois des critères pratiques et intellectuels. Le classement principal semble avoir été thématique. Littérature, histoire, philosophie, sciences. À l'intérieur de chaque catégorie, les œuvres étaient généralement rangées par ordre alphabétique des auteurs. Le système des Pinakes de Callimaque permettait de naviguer dans cette immense collection. Pour le chercheur moderne, habitué au catalogue informatisé, aux moteurs de recherche et à l'accès instantané aux documents, il est difficile d'imaginer comment fonctionnait concrètement la recherche dans la bibliothèque d'Alexandrie. Les Pinakes offraient une première orientation, mais consulter un texte précis impliquait probablement l'assistance de bibliothécaires familiers avec l'organisation des collections. De plus, la lecture elle-même exigeait un certain effort physique. Dérouler un papyrus, le maintenir ouvert, le re-enrouler avec soin après usage. Malgré ces contraintes, l'accès à une telle concentration de savoir constituait un privilège extraordinaire pour les intellectuels de l'époque. Des savants venaient de tout le monde méditerranéen pour consulter les collections alexandrines, certains effectuant de longs voyages dans ce seul but. Pour ceux qui ne pouvaient se déplacer, des copies de certains textes pouvaient être réalisées sur commande, moyennant finance bien sûr. Les collections s'enrichissaient constamment, non seulement par l'acquisition de textes existants, mais aussi par la production intellectuelle du moussion lui-même. Les savants alexandrins publiaient leurs propres travaux, qui venaient naturellement prendre place dans la bibliothèque. Cette double fonction, conservation du patrimoine intellectuel passé et production de nouveaux savoirs, faisait de l'institution alexandrine un organisme vivant, en perpétuelle évolution. Le développement de la bibliothèque ne fut cependant pas linéaire. Dès le 1er siècle avant notre ère, des signes de déclin commencèrent à apparaître, liés aux difficultés politiques croissantes de la dynastie ptolémaïque. Les derniers Ptolémées, préoccupés par des luttes de pouvoir internes et par la menace grandissante de Rome, accordèrent moins d'attention et de ressources à l'institution. Le patronage royal, vital pour son fonctionnement, s'affaiblit. Cette période troublée fut marquée par un épisode qui, bien que souvent exagéré, eut des conséquences réelles sur la bibliothèque. L'incendie survenu lors de la guerre alexandrine, en 48 avant notre ère. Jules César, venu soutenir Cléopâtre VII dans sa lutte contre son frère Ptolémée XIII, se trouva assiégé dans le quartier royal. Pour se défendre, il ordonna d'incendier les navires ennemis dans le port. Le feu se propagea aux entrepôts portuaires et, selon certains récits, aurait atteint un bâtiment où étaient stockés des livres destinés à l'exportation
ou en attente de catalogage. Selon Plutarque, quelques 40 000 rouleaux auraient ainsi été détruits, un nombre considérable, mais qui ne représentait qu'une fraction des collections totales. Cet incendie, souvent présenté à tort comme ayant détruit la bibliothèque principale, n'affecta en réalité qu'une annexe ou un dépôt. La bibliothèque principale, située dans le quartier royal, semble avoir été épargnée. César lui-même, dans ses commentaires sur la guerre civile, ne mentionne pas la destruction de livres, ce qu'il n'aurait probablement pas manqué de faire s'il s'était agi de la bibliothèque principale. Compte tenu de son importance culturelle et du tort que cela aurait fait à son image. Néanmoins, cet épisode marque symboliquement le début d'une période difficile pour la bibliothèque. L'Égypte ptolémaïque, affaiblie, devient de plus en plus dépendante de Rome, jusqu'à être annexée comme province romaine après la défaite de Cléopâtre et Marc-Antoine face à Octave, le futur Auguste, en 31 avant notre ère. Les Ptolémées, malgré leur faiblesse, avaient toujours considéré la bibliothèque comme un élément clé de leur prestige dynastique. Les empereurs romains, gouvernant un empire immense depuis Rome, n'avaient pas le même attachement à cette institution alexandrine. Paradoxalement, cette période de déclin relatif pour la bibliothèque fut aussi celle où Alexandrie confirmait son statut de centre intellectuel majeur. La ville, désormais intégrée à l'Empire romain, continuait d'attirer savants, étudiants et curieux. Le Museion poursuivait ses activités, même si le soutien impérial était moins généreux que celui des Ptolémées à leurs heures de gloire. Sous les premiers empereurs romains, la bibliothèque bénéficia encore d'une certaine attention. Auguste, cherchant à se présenter comme un protecteur des arts et des lettres, maintint son soutien à l'institution. Son successeur Tibère y nomma même un nouveau directeur, le grammairien Thrasyle. Claude, érudit lui-même, y fit déposer certains de ses propres écrits. Domitien finança la copie de textes pour reconstituer les collections de la bibliothèque du Capitole à Rome, témoignant du prestige dont jouissaient encore les exemplaires alexandrins. Cette situation relativement favorable changea au IIe siècle de notre ère, marqué par des troubles politiques et religieux croissants à Alexandrie. La grande révolte juive, de 115 à 117, réprimée dans le sang par Trajan, entraîna la destruction d'une partie du quartier juif, près du Bruchéion où se trouvait la bibliothèque. Sous Hadrien, des tensions entre communautés grecques et égyptiennes créèrent un climat d'instabilité. Le règne de Marc Aurèle fut marqué par une nouvelle rébellion, menée par Avidius Cassius en 175. Ces troubles affectèrent indirectement la bibliothèque, en détournant les ressources impériales vers des préoccupations militaires et sécuritaires plutôt que culturelles. Le soutien financier s'amenuisait, rendant plus difficile l'acquisition de nouveaux textes, l'entretien des bâtiments, le renouvellement des copies usées. Parallèlement, Rome développait ses propres institutions culturelles. La bibliothèque palatine, fondée par Auguste, la bibliothèque Ulpia, créée par Trajan, attirait désormais une part croissante de la production intellectuelle de l'Empire. Constantinople, après sa fondation par Constantin au IVe siècle, deviendrait à son tour un pôle culturel majeur, détournant encore davantage l'attention et les ressources d'Alexandrie. Mais c'est un événement militaire qui aurait porté un coup décisif à la bibliothèque principale. L'attaque d'Alexandrie par l'empereur Aurélien en 272, dans le contexte de sa guerre contre Zénobie de Palmyre. Lors des combats, le quartier du Bruchéion, où se trouvait le complexe du Mousion et de la bibliothèque, fut gravement endommagé. Si la bibliothèque ne fut pas entièrement détruite à cette occasion, elle subit probablement des pertes considérables. Un siècle plus tard, l'Empire romain connaît des transformations majeures qui affecteront profondément la vie intellectuelle alexandrine. Avec la conversion de Constantin au christianisme et l'édit de Milan en 313, accordant la liberté de culte aux chrétiens, la nouvelle religion gagne rapidement en influence. En 380, Théodose Ier fait du christianisme la religion officielle de l'Empire, interdisant les cultes païens
et ordonnant la fermeture de leur temple. Ces changements religieux eurent des répercussions directes sur Alexandrie, où coexistait désormais une forte communauté chrétienne, une importante population juive et des païens attachés aux traditions gréco-romaines ou égyptiennes. Les tensions religieuses s'exacerbèrent, parfois jusqu'à la violence. En 391, l'empereur Théodose ordonna la destruction du Sérapéum, le grand temple dédié à Sérapis, divinité syncrétique égypto-grecque créée par les premiers Ptolémées pour unifier leur sujet. Ce temple, situé sur la colline de Rakotis, abritait une annexe importante de la bibliothèque, mentionnée par plusieurs sources anciennes. La destruction du Sérapéum par des chrétiens dirigés par le patriarche Théophile entraîna probablement la perte des collections qui y étaient reconservées. Cet épisode, souvent confondu avec la destruction de la bibliothèque principale, marque néanmoins un tournant. Il témoigne d'un climat intellectuel nouveau, moins favorable à la conservation de textes considérés comme païens. L'historien chrétien Orose, écrivant quelques décennies plus tard, évoque des armoires vides qu'il aurait vues à Alexandrie. Peut-être une référence au rayonnage déserté de ce qui avait été la plus grande collection de savoir du monde antique. Le IVe siècle voit également émerger une figure intellectuelle majeure, dernière grande représentante de la tradition savante alexandrine, Hippatie, fille du mathématicien Théon. Elle enseignait les mathématiques, l'astronomie et la philosophie néo-platonicienne, attirant des étudiants de tout l'Empire. Son assassinat en 415 par une foule de chrétiens fanatiques, dans le contexte d'une lutte de pouvoir entre le patriarche Cyril et le préfet Oreste, symbolise pour beaucoup la fin définitive de l'âge d'or intellectuel alexandrin. Un dernier coup allait être porté à ce qui pouvait subsister des collections alexandrines. La conquête arabe de l'Égypte en 642. Une légende tenace, rapportée pour la première fois par Ibn al-Kifti au XIIIe siècle, veut que le calife Omar, consulté sur le sort des livres trouvés à Alexandrie, aurait déclaré « Si ces écrits sont conformes aux livres d'Allah, nous pouvons nous en passer, car le livre d'Allah nous suffit amplement. S'ils s'en écartent, il faut les détruire. » Les livres auraient alors servi à chauffer les bains d'Alexandrie pendant 6 mois. Cette histoire, souvent reprise pour illustrer un supposé obscurantisme islamique, est rejetée par la plupart des historiens modernes. Elle apparaît trop tardivement dans les sources, comporte des incohérences chronologiques et géographiques, et contredit l'attitude généralement respectueuse des premiers califes envers le savoir. La civilisation islamique médiévale, loin de détruire l'héritage grec, allait au contraire jouer un rôle crucial dans sa préservation et sa transmission. La vérité est plus prosaïque. Il est peu probable qu'il restait, en 642, une bibliothèque alexandrine d'importance à détruire. 3 siècles et demi après la conquête romaine, après les troubles militaires et religieux, après le déclin progressif du patronage impérial, les collections avaient probablement été dispersées, perdues, détériorées ou transférées ailleurs. La grande bibliothèque d'Alexandrie n'a pas disparu dans un incendie spectaculaire ou une destruction brutale, comme le veulent les récits dramatiques. Elle s'est plutôt éteinte progressivement, victime de négligence, de sous-financement, de changements dans les priorités politiques et culturelles. Les rouleaux de papyrus, matériaux fragiles, se détériorent naturellement avec le temps s'ils ne sont pas constamment entretenus et recopiés. Sans le soutien institutionnel et financier nécessaire à ce travail de conservation, même la plus grande bibliothèque du monde antique était condamnée à disparaître lentement. Cette disparition graduelle explique pourquoi il est si difficile de dater précisément la fin de la bibliothèque d'Alexandrie. Il n'y a pas eu un moment unique où elle a cessé d'exister, mais plutôt une longue période de déclin, ponctuée d'épisodes destructeurs qui ont chacun contribué à l'érosion des collections. La perte de la bibliothèque d'Alexandrie représente indéniablement une tragédie culturelle majeure. Des dizaines de milliers de textes uniques ont disparu à jamais, laissant des trous béants dans notre connaissance de l'Antiquité.
Les œuvres complètes d'innombrables poètes, philosophes, historiens, scientifiques ne nous sont connues que par des fragments cités par d'autres auteurs ou par leur seul titre. On estime que moins de 10% de la littérature grecque antique a survécu jusqu'à notre époque. Des pièces entières d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, dont nous connaissons l'existence par des catalogues ou des références, ont été perdues. Des ouvrages scientifiques majeurs, comme les travaux anatomiques d'Hérophile ou les traités mathématiques d'Apollonius de Perge, ne nous sont parvenus que partiellement, ou à travers des commentaires ultérieurs. Les histoires d'Égypte de Manéthon ou de Babylone de Bérose, qui nous auraient fourni un accès inestimable aux chroniques de ces civilisations millénaires, ont disparu presque entièrement. Ces pertes irréparables ont nourri une mythologie autour de la bibliothèque d'Alexandrie, devenue le symbole par excellence du savoir perdu, de la connaissance détruite. Certains ont imaginé que ces collections contenaient des secrets technologiques avancés, des formules oubliées, des théories scientifiques que l'humanité a dû redécouvrir laborieusement des siècles plus tard. D'autres y ont vu un réservoir de sagesse spirituelle ou ésotérique dont la perte aurait changé le cours de l'histoire humaine. Ces spéculations, bien que souvent exagérées, témoignent de la fascination durable qu'exerce la bibliothèque d'Alexandrie sur l'imagination collective. Elles illustrent aussi notre difficulté à accepter l'idée que des pans entiers du savoir humain puissent disparaître irrémédiablement, victimes de la fragilité des supports matériels et des aléas de l'histoire. Pourtant, malgré cette perte immense, l'héritage de la bibliothèque et du Mouseion d'Alexandrie n'a pas entièrement disparu. Si la majorité des textes originaux ont été perdus, leur influence s'est propagée par d'autres voies, assurant une forme de continuité intellectuelle à travers les siècles et les civilisations. Une partie des textes alexandrins a survécu grâce aux copies qui en avaient été faites et dispersées dans d'autres bibliothèques du monde méditerranéen. Rome, Athènes, Constantinople, Pergame, Antioche. Ces copies, souvent réalisées sur parchemin, plus durables que le papyrus, ont permis la transmission de certaines œuvres majeures. Les monastères chrétiens, notamment byzantins, ont joué un rôle crucial dans cette transmission, bien que sélective. Les moines copistes ont privilégié les textes compatibles avec la doctrine chrétienne, ou présentant un intérêt pour l'étude de la Bible. Ainsi, les œuvres d'Aristote sur la logique, utiles pour l'exégèse biblique et la théologie, ont été préservées, tandis que d'autres textes jugés trop païens étaient négligés. La civilisation islamique a également contribué de façon décisive à la préservation de l'héritage alexandrin. Sous les dynasties omeyyades puis abbassides, un vaste mouvement de traduction des œuvres grecques en arabe fut entrepris, atteignant son apogée avec la Maison de la Sagesse, Bayt al-Hikma, fondée à Bagdad au IXe siècle par le calife Al-Mamoun. Des œuvres d'Euclide, d'Aristote, de Galien, de Ptolémée furent ainsi traduites, commentées, enrichies de contributions originales, puis retransmises à l'Occident latin lors de la Renaissance du XIIe siècle. Plus directement, l'influence des méthodes intellectuelles alexandrines s'est perpétuée à travers les siècles. L'approche philologique développée par les bibliothécaires d'Alexandrie, avec son souci de l'établissement de textes authentiques et sa rigueur critique, a fondé une tradition qui se poursuit jusqu'à nos jours. Les éditions critiques modernes des textes antiques suivent encore, dans leurs principes fondamentaux, les méthodes élaborées par Zénodote, Callimaque ou Aristarque. En mathématiques, la méthode axiomatique d'Euclide, développée à Alexandrie, est devenue le paradigme de la démonstration rigoureuse, influençant non seulement les mathématiques, mais aussi la philosophie et la théologie jusqu'à l'époque contemporaine. La géométrie euclidienne a été enseignée presque sans changement pendant plus de 2 millénaires. Et même les géométries non euclidiennes développées au XIXe siècle se définissent pas par rapport à elles. En médecine, les découvertes anatomiques d'Hérophile et d'Érasistrate, bien que partiellement perdues, ont influencé Galien, dont les œuvres ont à leur tour dominé la médecine occidentale et arabe pendant plus de 1000 ans. Les méthodes de dissection systématique développées à Alexandrie ont préfiguré l'anatomie moderne,
même si elles ont été largement abandonnées pendant le Moyen Âge en raison de tabous religieux. En astronomie, le modèle géocentrique perfectionné par Ptolémée à Alexandrie a prévalu jusqu'à la révolution copernicienne au XVIe siècle. Même si nous savons aujourd'hui que ce modèle était erroné dans ses principes, son élaboration mathématique rigoureuse témoignait d'une méthode scientifique avancée, combinant observation, modélisation mathématique et prédiction. La traduction de la Septante, réalisée à Alexandrie, a exercé une influence considérable sur le christianisme naissant. La plupart des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament proviennent de cette version grecque plutôt que de l'original hébreu. À travers elle, de nombreux concepts et termes de la philosophie grecque se sont intégrés à la pensée chrétienne, facilitant la synthèse théologique qui caractériserait le christianisme patristique puis médiéval. Au-delà de ces transmissions spécifiques, c'est peut-être un certain esprit que la bibliothèque et le Moussion d'Alexandrie ont légué à la postérité. L'idéal d'une recherche désintéressée du savoir, le principe d'une communauté intellectuelle transcendant les frontières culturelles, la vision d'une connaissance universelle organisée et accessible. Lorsque, au XVIIe siècle, les premières académies scientifiques modernes furent fondées, la Royal Society à Londres, l'Académie des sciences à Paris, c'est, consciemment ou non, le modèle alexandrin qu'elle réinventait. Des communautés, de savants soutenus par le pouvoir politique, dédiés à l'avancement et à la diffusion des connaissances, pratiquant la correspondance internationale, publiant des revues, entretenant des collections. Plus près de nous, les grandes bibliothèques nationales du XIXe et du XXe siècle, avec leur ambition d'exhaustivité et leur système de classification élaboré, peuvent être vues comme les héritières lointaines de la bibliothèque d'Alexandrie. Plus récemment encore, Internet, avec son ambition de rendre accessible l'ensemble du savoir humain, évoque par certains aspects le rêve alexandrin d'une connaissance universelle rassemblée en un seul lieu. Bien que virtuelle dans ce cas, cette continuité intellectuelle, cette postérité de l'esprit alexandrin, a inspiré, en 1988, la décision de l'UNESCO de soutenir la création d'une nouvelle Bibliotheca Alexandrina, sur le site présumé de l'antique bibliothèque. L'idée, lancée par Mostafa El Abadi, professeur à l'université d'Alexandrie, a rapidement gagné un soutien international, aboutissant à l'inauguration en 2002 d'un bâtiment spectaculaire conçu par le cabinet d'architecture norvégien. Snøhetta, cette nouvelle bibliothèque, avec sa façade circulaire inclinée évoquant un disque solaire ou un œil ouvert sur la Méditerranée, est un chef-d'œuvre d'architecture contemporaine. L'immense salle de lecture principale, couverte d'un toit en verre et en béton inspiré des microprocesseurs, peut accueillir 2000 lecteurs et abriter jusqu'à 8 millions de volumes. Le complexe comprend également plusieurs musées, des galeries d'exposition, un planétarium, un centre de conférences et de multiples espaces dédiés à la recherche et à l'éducation. Mais plus qu'un bâtiment, la Bibliotheca Alexandrina incarne une vision, celle d'un pont entre le passé glorieux et un futur où le savoir serait à nouveau un facteur d'unité et de progrès pour les peuples de la Méditerranée et au-delà. Dans un monde où les tensions culturelles et religieuses semblent parfois insurmontables, elle rappelle une époque où Alexandrie était un carrefour, où se rencontraient et s'enrichissaient mutuellement les traditions grecques, égyptiennes, juives, puis romaines et chrétiennes. La nouvelle bibliothèque se veut à la fois gardienne de la mémoire et actrice de l'innovation. Elle abrite d'importantes collections sur l'histoire égyptienne et méditerranéenne, mais développe aussi des projets numériques ambitieux, comme la Archive d'Internet, qui préserve des instantanés du web mondial, ou le Digital Assets Repository, qui numérise et rend accessibles des documents rares. Fidèle à l'esprit du Moussion antique, la Bibliotheca Alexandrina ne se contente pas de conserver et diffuser des documents. Elle est aussi un lieu de production intellectuelle, accueillant chercheurs, artistes, écrivains en résidence, organisant,
colloques et expositions, publiant ouvrages et revues. À l'image de son ancêtre, elle se veut un foyer de rayonnement culturel pour l'Égypte, le monde arabe et l'ensemble de la Méditerranée. Cette renaissance alexandrine n'est pas sans obstacle. L'instabilité politique qui a secoué l'Égypte depuis la révolution de 2011 a parfois menacé l'indépendance intellectuelle de l'institution. Les contraintes budgétaires limitent certains de ses projets. Les tensions entre tradition et modernité, entre conservatisme religieux et ouverture culturelle, traversent la société égyptienne et se reflètent inévitablement dans la vie de la bibliothèque. Malgré ces défis, la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie s'efforce de rester fidèle à l'esprit de son illustre ancêtre. Un lieu où les savoirs se rencontrent, se confrontent et s'enrichissent mutuellement, où la diversité culturelle est considérée comme une richesse plutôt que comme une menace. Une mission particulièrement pertinente à notre époque, où la mondialisation rapproche les cultures, mais suscite aussi des crispations identitaires. Si nous observons de plus près l'antique Alexandrie, nous constatons que ce n'était pas un havre de paix idyllique où la connaissance se développait sans entrave. Les tensions entre communautés grecques, égyptiennes et juives étaient fréquentes. Les Ptolémées eux-mêmes, tout en finançant généreusement la bibliothèque et le moussion, étaient des souverains autoritaires qui utilisaient la culture comme un instrument de pouvoir et de prestige. Les savants alexandrins, malgré leur relative liberté intellectuelle, dépendaient du bon vouloir royal et devaient parfois adapter leurs travaux aux exigences de leurs mécènes. Ces contradictions nous rappellent que le savoir ne se développe jamais dans un vide politique ou social. Il est toujours inscrit dans des rapports de pouvoir, influencé par des intérêts économiques, modelé par des héritages culturels. La bibliothèque d'Alexandrie, antique ou moderne, n'échappe pas à cette réalité. Pourtant, c'est peut-être précisément dans cette tension créatrice entre idéal et réalité, entre aspiration universaliste et enracinement local, que réside la véritable leçon alexandrine. Le savoir n'est pas une tour d'ivoire isolée des tourments du monde, mais une tentative toujours recommencée de comprendre ce monde, de lui donner sens, voire de le transformer. En regardant l'histoire d'Alexandrie à travers le prisme de cette tension, nous pouvons mieux comprendre pourquoi cette cité continue de fasciner plus de 2 millénaires après sa fondation. Ce n'est pas seulement la nostalgie d'un âge d'or perdu qui nous attire vers elle, mais la reconnaissance d'un projet intellectuel toujours d'actualité. Construire des ponts entre les cultures, rassembler et organiser les connaissances, favoriser leur transmission et leur enrichissement. Lorsque nous naviguons aujourd'hui sur Internet, à la recherche d'informations sur un sujet qui nous passionne, lorsque nous consultons une encyclopédie en ligne ou une bibliothèque numérique, lorsque nous participons à un forum de discussion scientifique international, nous sommes, d'une certaine façon, les héritiers des savants alexandrins. Comme eux, nous bénéficions d'un accès sans précédent à l'information. Comme eux, nous sommes confrontés au défi de trier cette information, d'en évaluer la fiabilité, d'en extraire des connaissances cohérentes. Mais cette comparaison a ses limites. Notre monde numérique, avec ses algorithmes, ses réseaux sociaux, sa surinformation et sa désintermédiation, pose des défis que les Alexandrins n'auraient pu imaginer. Là où la bibliothèque antique luttait contre la rareté et la fragilité des textes, nous luttons contre leur surabondance et leur volatilité. Là où les savants du Mousion pouvaient évoluer dans un univers intellectuel relativement balisé, nous devons naviguer dans un océan d'informations contradictoires, où la frontière entre expertise et opinion, entre fait et fiction, semble parfois s'effacer. Face à ces défis contemporains, la leçon d'Alexandrie reste pertinente. Elle nous rappelle l'importance d'institutions dédiées à la préservation et à la transmission des savoirs, le rôle crucial de méthodes rigoureuses pour évaluer l'information, la nécessité de communautés intellectuelles où les idées peuvent être débattues et affinées. Elle nous invite à maintenir un équilibre entre ouverture aux nouvelles idées et respect des héritages intellectuels du passé.
L'histoire d'Alexandrie et de sa bibliothèque nous enseigne aussi la fragilité du savoir. Une fragilité matérielle d'abord. Les supports physiques, papyrus, parchemins, papier ou disques durs sont vulnérables au temps et aux accidents. Une fragilité institutionnelle ensuite. Les structures qui préservent et transmettent le savoir dépendent de contextes politiques, économiques et culturels qui peuvent rapidement se dégrader. Une fragilité épistémologique enfin. Ce que nous croyons savoir aujourd'hui peut être remis en question demain, comme l'a été le modèle géocentrique de Ptolémée, jadis considéré comme une vérité établie. Cette conscience de la fragilité devrait nous inciter non au pessimisme, mais à la vigilance et à la responsabilité. Si le savoir est fragile, il mérite d'être protégé, non comme une relique du passé, mais comme une ressource vivante en perpétuelle évolution, essentielle à notre avenir collectif. À l'heure où les défis globaux, changement climatique, pandémie, inégalités croissantes, tensions géopolitiques, exigent plus que jamais une mobilisation intelligente de toutes les connaissances disponibles. L'idéal alexandrin d'un savoir partagé, accessible, transcendant les frontières culturelles et disciplinaires, n'a jamais été aussi nécessaire. La bibliothèque d'Alexandrie a disparu, mais son rêve demeure. Un rêve que chaque génération réinvente avec les moyens de son temps, mais dont l'essence reste la même. Comprendre le monde pour mieux y vivre ensemble. Revenons un instant sur la richesse culturelle de l'Alexandrie antique. Se creusaient où se sont rencontrées et métissées tant de traditions. La cité fondée par Alexandre n'était pas seulement grecque, bien que l'élite ptolémaïque ait longtemps conservé sa langue et ses coutumes helléniques. Elle était aussi profondément égyptienne, enracinée dans une terre aux traditions millénaires. La communauté juive y était l'une des plus importantes de la diaspora, avec son propre quartier, le Delta et ses institutions. S'y ajoutaient des marchands phéniciens, des intellectuels venus d'Asie mineure, des diplomates de tout le monde méditerranéen. Cette diversité se reflétait dans les cultes pratiqués dans la cité. Le dieu Sérapis, création syncrétique des premiers Ptolémées, fusionnant des éléments des traditions égyptiennes, Osiris, Apis, et grec, Zeus, Asclépios, symbolisait cette volonté d'intégration culturelle. Son temple, le Sérapéum, était l'un des plus imposants de la ville. À côté de lui, les cultes traditionnels égyptiens conservaient leurs fidèles, comme en témoigne le temple d'Isis à Pharos. Les dieux grecs avaient leur sanctuaire, de même que les divinités venues d'Asie. Les Juifs alexandrins, tout en maintenant leur monothéisme, étaient suffisamment intégrés à la vie hellénistique pour que naisse à Alexandrie une littérature judéo-grecque florissante, dont Philon est le représentant le plus illustre. Cette coexistence n'était pas toujours pacifique. Des émeutes anti-juives éclatèrent à plusieurs reprises, notamment sous Caligula en l'an 38 de notre ère. Des tensions opposaient régulièrement la population grecque, qui détenait les privilèges civiques, aux Égyptiens considérés comme des sujets de statut inférieur. Plus tard, l'émergence du christianisme introduisit de nouveaux clivages, qui culminèrent dans les violences de la fin du IVe siècle, dont l'assassinat d'Hippatie est l'épisode le plus tragiquement célèbre. Malgré ces conflits, Alexandrie demeura longtemps un modèle de métissage culturel, où un grec pouvait s'initier aux mystères égyptiens, où un juif pouvait citer Homère, où un égyptien pouvait adopter des éléments de mode de vie hellénique tout en restant fidèle au culte traditionnel. Cette perméabilité des frontières culturelles, si elle n'abolissait pas les hiérarchies sociales et les préjugés, créait néanmoins un espace de dialogue et d'échange sans équivalent dans l'Antiquité. Cette dimension interculturelle se retrouvait naturellement au Mousion et à la bibliothèque. Les savants qui y travaillaient venaient d'horizons divers, apportant avec eux des traditions intellectuelles variées. Les textes rassemblés témoignaient de cette diversité. À côté des classiques grecs se trouvaient des traductions d'œuvres égyptiennes, babyloniennes, hébraïques. Les méthodes même développées par les Alexandrins intégraient des apports de différentes cultures. La rigueur de la géométrie grecque
s'enrichissait des observations astronomiques babyloniennes. La médecine hippocratique se nourrissait de l'expérience millénaire des médecins égyptiens. Le multilinguisme était une réalité quotidienne à Alexandrie. Si le grec dominait dans l'administration et les cercles intellectuels, le démotique, forme tardive de la langue égyptienne, restait largement parlé par la population autochtone. Les communautés juives utilisaient l'araméen et l'hébreu dans leurs pratiques religieuses, tout en adoptant le grec pour les échanges quotidiens. Cette situation de plurilinguisme explique l'importance des travaux de traduction réalisés à Alexandrie, dont la Septante est l'exemple le plus fameux. La numismatique alexandrine témoigne également de ce métissage culturel. Les monnaies émises par les Ptolémées présentent un curieux mélange de symboles grecs et égyptiens. À l'avers, le portrait du souverain, à la mode hellénistique. Au revers, souvent, l'aigle ptolémaïque, mais parfois aussi des motifs égyptiens traditionnels comme le lotus ou la corne d'abondance. Les inscriptions sont en grec, mais le style artistique montre parfois des influences égyptiennes. Cette hybridité culturelle se retrouve aussi dans l'architecture de la cité. Le phare, symbole d'Alexandrie, combinait une structure grecque avec des éléments décoratifs égyptiens. Les tombes découvertes dans la nécropole de Chadbi montrent un mélange similaire, avec des façades de style grec abritant parfois des décorations intérieures de type égyptien. Les maisons elles-mêmes, à en juger par les vestiges archéologiques, adoptèrent souvent un plan grec autour d'une cour centrale, tout en intégrant des éléments décoratifs locaux. L'art alexandrin, enfin, illustre parfaitement ce métissage. La sculpture hellénistique alexandrine se distingue par son expressivité et son réalisme, très peut-être influencée par la longue tradition égyptienne du portrait. Les figurines de terre cuite produites en masse à Alexandrie mêlent sujets grecs et égyptiens, parfois dans des compositions hybrides étonnantes. Une Aphrodite aux attributs d'Isis, un Zeus Sarapis barbu portant le modus, boisseau, sur la tête. Les mosaïques alexandrines, dont certaines ont survécu, montrent une richesse chromatique et une vivacité qui les distinguent des productions purement grecques. Cette Alexandrie métissée, cosmopolite, polyglotte, a exercé une fascination durable sur l'imagination occidentale. Des poètes comme Constantin Cavafy ou Laurence Durel, des romanciers comme U.M. Forster ou Naguib Mahfouz ont fait de la cité un personnage à part entière de leurs œuvres, un symbole de rencontre entre Orient et Occident, entre passé et présent, entre sensualité et intellect. Il y a sans doute une part d'idéalisation dans cette vision de l'Alexandrie antique. La réalité quotidienne devait être moins harmonieuse que ne le suggèrent ces évocations poétiques. Les inégalités sociales étaient prononcées, avec une élite grecque privilégiée dominant une masse égyptienne souvent exploitée. Les tensions entre communautés pouvaient dégénérer en violence, comme l'attestent plusieurs épisodes sanglants mentionnés par les sources. La tolérance religieuse avait ses limites, notamment lorsque des intérêts politiques étaient en jeu. Néanmoins, même en tenant compte de ces nuances, l'expérience alexandrine demeure exceptionnelle dans l'histoire antique. Peu de cités de cette époque ont atteint un tel degré d'hybridité culturelle fertile, où les différences n'étaient pas seulement tolérées, mais devenaient source de créativité intellectuelle et artistique. En ce sens, Alexandrie offre peut-être un modèle, certes imparfait, mais inspirant, pour nos sociétés contemporaines confrontées aux défis de la mondialisation et du multiculturalisme. L'histoire des sciences à Alexandrie illustre particulièrement bien cette dynamique d'hybridation créatrice. Prenons l'exemple de l'astronomie. Les Grecs avaient développé des modèles géométriques sophistiqués pour expliquer le mouvement des astres, mais leurs observations empiriques étaient relativement limitées. Les Babyloniens, à l'inverse, avaient accumulé des siècles d'observations systématiques, mais leur modèle explicatif restait largement empirique. À Alexandrie, ces deux traditions purent se rencontrer et se féconder mutuellement. Le résultat fut l'astronomie ptolémaïque, synthèse créative qui, malgré son erreur fondamentale, le géocentrisme, représentait une avancée majeure dans la capacité
à prédire avec précision les phénomènes célestes. Un processus similaire se produisit en médecine. La tradition hippocratique grecque, avec son approche naturaliste des maladies et son éthique du soin, rencontra à Alexandrie le savoir empirique accumulé par des générations de médecins égyptiens, particulièrement avancés dans certains domaines, comme la pharmacopée ou la chirurgie. Cette rencontre, combinée à la pratique novatrice de la dissection, permit les avancées remarquables réalisées par Hérophile et Érasistrate. En philosophie, l'école néo-platonicienne d'Alexandrie, illustrée notamment par Hippatie, puis par son élève Synésios de Cyrène, opéra une synthèse entre le platonisme grec, certains éléments de philosophie orientale et, progressivement, des concepts issus du christianisme. Cette fusion intellectuelle, loin d'être un simple syncrétisme superficiel, produisit un système philosophique original qui allait profondément influencer la pensée médiévale, tant chrétienne qu'islamique. Ces exemples suggèrent que le véritable miracle alexandrin ne résidait pas tant dans la concentration de savants et de ressources documentaires que dans cette capacité à faire dialoguer des traditions intellectuelles diverses, à transcender les frontières culturelles pour créer des synthèses novatrices. Une leçon qui garde toute sa pertinence à notre époque, où le repli identitaire menace souvent d'entraver les échanges intellectuels. L'héritage d'Alexandrie s'est transmis par des voies multiples et parfois surprenantes. Nous avons déjà évoqué le rôle des monastères byzantins et de la civilisation islamique dans la préservation de textes issus de la tradition alexandrine. Mais il faut aussi mentionner d'autres canaux de transmission, peut-être moins connus mais tout aussi significatifs. Les écoles philosophiques d'Athènes, notamment l'académie néo-platonicienne dirigée par Proclus au 5e siècle, maintinrent vivant l'esprit de recherche rationnelle hérité d'Alexandrie. Lorsque Justinien ferma ses écoles en 529, considérant leur enseignement comme païen, plusieurs philosophes trouvèrent refuge à la cour sassanide de Perse, emportant avec eux manuscrits et méthodes d'enseignement. De là, leur influence s'étendit vers l'Est, contribuant au développement intellectuel de centres comme Gundishapur, qui joua plus tard un rôle clé dans la transmission du savoir grec au monde islamique. En Occident, malgré le déclin de la culture classique après la chute de l'Empire romain, certaines œuvres issues de la tradition alexandrine survécurent dans les monastères irlandais et britanniques, où des moines comme Bède le Vénérable maintinrent une flamme de savoir rationnel durant le haut Moyen-Âge. Les traductions latines de textes scientifiques grecs réalisées par Boès au VIe siècle, bien que limitées, jouèrent un rôle crucial dans la préservation d'éléments de logique et de mathématiques d'origine alexandrine. Plus tard, lors de la Renaissance du XIIe siècle, ce fut au tour de l'Espagne musulmane de servir de passerelle. À Tolède, Cordoue, Séville, des savants traduisirent en latin des œuvres arabes qui étaient elles-mêmes souvent basées sur des textes grecs alexandrins. Des figures comme Gérard de Crémone ou Michel Scott, traduisant de l'arabe au latin, permirent la redécouverte européenne d'Aristote, de Euclide, de Ptolémée et de leurs commentateurs arabes. Cette circulation complexe des idées alexandrines à travers les siècles et les ères culturelles nous rappelle que la transmission du savoir n'est jamais un processus linéaire et simple. Elle implique des détours, des adaptations, des réinterprétations. Un texte d'Aristote lu par un savant du XIIIe siècle à Paris n'est plus tout à fait le même que celui étudié au lycée athénien ou à la bibliothèque d'Alexandrie. Il a été traduit du grec à l'arabe, puis de l'arabe au latin, commenté par des générations de savants dans différentes traditions, intégrés à de nouveaux cadres de pensée. Cette transformation continuelle, loin d'être une corruption ou une dégradation, représente un enrichissement. Chaque culture qui s'approprie un élément du savoir alexandrin y ajoute ses propres questions, ses propres méthodes, ses propres intuitions. Les commentaires arabes d'Aristote, par exemple, ont souvent ajouté une dimension que le texte original ne contenait pas explicitement. Les travaux mathématiques des savants indiens, inspirés en partie par des sources grecques alexandrines,
ont développé des concepts comme le zéro ou les nombres négatifs que les Grecs n'avaient pas pleinement élaborés. Cette vision dynamique de la transmission du savoir nous invite à repenser l'opposition simpliste souvent établie entre Occident et Orient. L'héritage alexandrin, souvent revendiqué comme exclusivement occidental dans les récits eurocentriques, est en réalité le fruit d'une circulation constante entre différentes ères culturelles. Sans les savants persans, arabes, juifs ou syriaques qui ont préservé, traduit et enrichi les textes alexandrins durant le Moyen Âge, une grande partie de cet héritage aurait été perdue pour tous. De même, l'image d'un Moyen Âge européen comme âge des ténèbres, où tout le savoir antique aurait été oublié, apparaît largement caricaturale lorsqu'on examine attentivement les voies de transmission. S'il est vrai que l'accès direct aux textes grecs était devenu rare en Europe occidentale médiévale, des éléments substantiels de l'héritage alexandrin continuaient à circuler, notamment dans les domaines de la logique, des mathématiques, de l'astronomie et de la médecine. Ces réflexions sur la transmission complexe du savoir alexandrin nous amènent à une question plus large. Que signifie conserver un héritage intellectuel ? Est-ce simplement préserver physiquement des textes, les recopier fidèlement, les protéger des ravages du temps ? Ou est-ce aussi les maintenir vivants en les réinterprétant constamment, en les confrontant à de nouvelles questions, en les intégrant à de nouveaux systèmes de pensée ? La véritable tragédie de la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie n'est peut-être pas tant la perte matérielle de milliers de textes, bien que celle-ci soit immense et irréparable, que l'interruption d'une certaine manière de faire dialoguer les savoirs, de les confronter, de les hybrider. Ce qui a été perdu, c'est moins un corpus figé de connaissances qu'un processus vivant d'élaboration intellectuelle collective. Pourtant, comme nous l'avons vu, ce processus n'a pas entièrement disparu. Il s'est poursuivi sous des formes différentes dans d'autres lieux et d'autres temps. La maison de la sagesse de Bagdad au IXe siècle, l'école de traducteurs de Tolède au XIIe, les universités européennes naissantes au XIIIe, jusqu'aux laboratoires de recherche modernes et aux plateformes numériques contemporaines, peuvent être vues comme des réincarnations partielles de l'esprit alexandrin. Si nous revenons maintenant à l'Alexandrie contemporaine, à la nouvelle Bibliotheca Alexandrina inaugurée en 2002, nous pouvons nous demander dans quelle mesure elle parvient à ressusciter non seulement la forme, mais aussi l'esprit de son illustre ancêtre. Le bâtiment impressionnant, les collections numériques et physiques, les espaces de recherche et de débat sont bien là. Mais qu'en est-il de cette capacité à transcender les frontières culturelles, à faire dialoguer des traditions diverses, à créer des synthèses novatrices ? Dans un Moyen-Orient traversé par des tensions géopolitiques et identitaires, dans une Égypte aux prises avec des défis économiques et sociaux considérables, la tâche n'est pas simple. Pourtant, des initiatives comme le Centre de dialogue des civilisations, le Manuscriptorium pour l'étude des textes anciens, ou le Forum de la Réforme arabe témoignent d'une volonté réelle de renouer avec cette tradition d'ouverture et d'échange. À travers des programmes d'échange universitaires, des conférences internationales, des projets de traduction et de numérisation, la Bibliotheca Alexandrina s'efforce de jouer un rôle de pont entre les cultures. Elle accueille aussi bien des expositions sur l'héritage pharaonique que des colloques sur les défis de la mondialisation, des ateliers sur la calligraphie arabe que des débats sur les nouvelles technologies. Cette ambition se heurte, bien sûr, à des obstacles politiques et idéologiques. La liberté académique, condition nécessaire à l'innovation intellectuelle, reste fragile dans un contexte où le pouvoir politique exerce un contrôle étroit sur les institutions culturelles. Les tensions entre laïcité et religiosité, entre occidentalisation et affirmation identitaire, traversent la société égyptienne et se reflètent inévitablement dans la vie de l'institution. Malgré ces contraintes, la Bibliotheca Alexandrina représente un pari sur l'avenir, une affirmation que le dialogue interculturel et la recherche désintéressée du savoir demeurent possibles et nécessaires, même
ou surtout dans un monde divisé. En ce sens, elle s'inscrit pleinement dans l'héritage de l'antique bibliothèque, qui elle aussi dut naviguer entre idéal intellectuel et réalité politique contraignante. Peut-être est-ce là la leçon la plus actuelle d'Alexandrie. Le savoir n'est jamais une tour d'ivoire isolée des tourments du monde, mais une tentative toujours recommencée de comprendre ce monde, de lui donner sens, voire de le transformer. Et cette tentative, si elle est constamment menacée par l'intolérance, la violence ou l'indifférence, possède aussi une résilience remarquable, une capacité à renaître sous de nouvelles formes, en de nouveaux lieux. L'histoire d'Alexandrie et de sa bibliothèque nous rappelle aussi l'importance cruciale de la préservation de la diversité culturelle. Dans notre monde globalisé, où l'homogénéisation des cultures s'accélère sous la pression des médias de masse et des logiques commerciales, maintenir vivantes des traditions intellectuelles, artistiques et spirituelles diverses est un enjeu majeur. Non par simple souci de conservation patrimoniale, mais parce que cette diversité est une ressource essentielle pour l'innovation, la créativité, la résolution de problèmes complexes. L'expérience alexandrine, avec son métissage fécond entre cultures grecques, égyptiennes, juives et autres, démontre que les grandes avancées intellectuelles naissent souvent aux intersections, dans ces espaces frontières où des traditions différentes peuvent se rencontrer et s'enrichir mutuellement. Une leçon particulièrement pertinente à l'heure où la complexité des défis globaux, climat, pandémie, inégalités, conflits, exige des approches transversales, capables d'intégrer des perspectives diverses. En ce sens, préserver et valoriser la diversité des langues, des savoirs traditionnels, des approches philosophiques ou spirituelles n'est pas un luxe culturel, mais une nécessité pratique pour notre avenir collectif. Chaque langue qui disparaît, chaque tradition intellectuelle qui s'éteint représente une perte irréparable, comparable à l'incendie d'une section de la bibliothèque d'Alexandrie. Face à ces enjeux, la nouvelle Bibliotheca Alexandrina, avec ses programmes de préservation du patrimoine méditerranéen dans toute sa diversité, ses efforts pour numériser et rendre accessibles des textes en arabe, en copte, en grec, en persan ou en turc jouent un rôle symbolique et pratique essentiel. De même, ces initiatives pour documenter les savoirs traditionnels en matière de médecine, d'agriculture ou de gestion de l'eau dans la région méditerranéenne contribuent à maintenir vivantes des connaissances précieuses, trop souvent négligées par la science officielle. Cette dimension de l'héritage alexandrin, la reconnaissance de la valeur de traditions intellectuelles diverses, au-delà du canon gréco-romain classique, mérite d'être soulignée, car elle a parfois été occultée dans les récits eurocentriques. L'Alexandrie antique n'était pas seulement un avant-poste de l'hellénisme en terre africaine. Elle était un véritable carrefour où le savoir circulait dans toutes les directions. Les savants grecs y apprenaient des prêtres égyptiens autant que l'inverse. Les astronomes alexandrins intégraient des observations venues de Babylone. Les médecins s'inspiraient de pratiques égyptiennes millénaires, tout en les réinterprétant à travers le prisme de la rationalité grecque. Ce cosmopolitisme intellectuel, cette capacité à valoriser des sources de savoir diverses, sans les hiérarchiser a priori, constitue peut-être la leçon la plus précieuse de l'expérience alexandrine pour notre monde contemporain. À l'heure où des voix s'élèvent pour remettre en question l'hégémonie des épistémologies occidentales et réhabiliter d'autres traditions de connaissances, des savoirs autochtones aux philosophies asiatiques, l'exemple alexandrin offre un modèle historique de dialogue interculturel fécond. Bien sûr, il faut se garder d'idéaliser ce modèle. L'Alexandrie ptolémaïque n'était pas exempte de hiérarchie culturelle, avec une élite grecque dominante et des populations autochtones souvent marginalisées. Les savoirs non grecs y étaient généralement valorisés dans la mesure où ils pouvaient être traduits, réinterprétés, intégrés dans un cadre conceptuel hellénistique. Il y avait bien dialogue, mais un dialogue asymétrique, influencé par les rapports de pouvoir. Néanmoins, même imparfaite, cette ouverture alexandrine au savoir non grec
représentait une avancée considérable par rapport à l'ethnocentrisme qui prévalait dans beaucoup de sociétés antiques. Elle témoignait d'une curiosité intellectuelle, d'une capacité à reconnaître la valeur de l'autre, qui tranche avec le mépris souvent affiché par les Grecs ou les Romains envers les barbares. Cette ouverture relative était favorisée par le caractère multiculturel d'Alexandrie elle-même. Dans une cité où se côtoyaient quotidiennement Grecs, Égyptiens, Juifs et bien d'autres, où les mariages mixtes n'étaient que pas rares malgré les préjugés, où différentes langues résonnaient dans les rues et sur les marchés, l'altérité était une réalité, quotidienne plutôt qu'une abstraction lointaine. Cette immersion dans la diversité favorisait une forme de décentrement intellectuel, une capacité à relativiser sa propre tradition culturelle en la voyant à travers le regard de l'autre. Une telle capacité de décentrement est plus que jamais nécessaire dans notre monde globalisé mais fragmenté, où la diversité culturelle est à la fois célébrée et source de tension, où le dialogue interculturel est proclamé comme un idéal, mais souvent réduit à des échanges superficiels. L'expérience alexandrine, avec toutes ses limites et contradictions, nous rappelle qu'un véritable dialogue implique non seulement une ouverture à l'autre, mais aussi une transformation de soi, une disponibilité à se laisser enrichir et remettre en question par des perspectives différentes. Ce message résonne avec une acuité particulière dans notre époque de polarisation idéologique croissante, où les bulles de filtrage numérique renforcent les préjugés et réduisent l'exposition à la diversité des points de vue. Face à cette tendance au repli intellectuel, l'esprit alexandrin nous invite à cultiver la curiosité, l'ouverture, la capacité à naviguer entre différentes traditions de pensée sans se laisser enfermer dans aucune. En conclusion de ce long voyage à travers le temps et l'espace, des rives du lac Mariou, où s'élevait l'antique Alexandrie jusqu'aux défis intellectuels de notre modernité numérique, que pouvons-nous retenir ? Peut-être simplement ceci, que le savoir humain est à la fois infiniment fragile et remarquablement résilient. Fragile car soumis aux aléas de l'histoire, aux destructions matérielles, aux oublis, aux censures. Résilient car capable de trouver de nouvelles voies de transmission, de survivre dans les marges, de renaître sous des formes inattendues. L'histoire d'Alexandrie et de sa bibliothèque légendaire nous enseigne aussi que le savoir n'est jamais un donné statique, un corpus figé à préserver tel quel, mais un processus vivant, en perpétuelle transformation. Chaque génération réinterprète l'héritage reçu à la lumière de ses propres questions, l'enrichit de ses découvertes, l'adapte à son contexte. Cette plasticité du savoir, loin d'être une faiblesse, constitue sa force la plus profonde, sa capacité à rester pertinent malgré le passage des siècles. Enfin, l'aventure intellectuelle alexandrine nous rappelle que les plus grandes avancées naissent souvent de la rencontre de traditions diverses, de la confrontation féconde entre des perspectives différentes. Dans un monde où les défis globaux exigent des réponses nuancées, intégrant des savoirs variés, cette leçon alexandrine de dialogue interculturel n'a jamais été aussi actuelle. Alors que nous refermons ce chapitre sur Alexandrie, sa bibliothèque légendaire et son héritage vivant, laissons résonner en nous cette invitation au dialogue, à l'ouverture, à la curiosité sans frontières. Et si vous avez apprécié ce voyage dans le temps, n'hésitez pas à proposer des thèmes pour de futures histoires dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à partager votre appréciation avec un pouce levé. Votre soutien permet à ces récits de continuer à vivre et à inspirer.